السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. Bonjour ma mère, Bonjour. merci de nous recevoir en direct dans votre monastère de Saint-Jacques-le-Mutilé en Syrie. Vous êtes rentré il y a très peu de temps d'un voyage à l'étranger et nous profitons de votre présence donc virtuelle parmi nous pour vous poser quelques questions. Nous sommes très inquiets de la situation en Syrie et particulièrement à Alep. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe exactement? J'étais à Alep il y a moins que 10 jours. Nous sommes en train d'exécuter un grand projet de sécurité alimentaire dans la province d'Alep. Nous aussi distribuons des bons d'alimentation à l'intérieur de la ville d'Alep pour 3000 familles. À l'extérieur, c'est pour 5000 familles. Nous cuisinons 25 000 repas chauds par jour. Et nous avons 150 volontaires qui nous assistent pour donc les travaux de cuisine et aussi de distribution. La situation d'Alep est une situation paroxystique. C'est une ville qui est prise en otage. Elle est prise en otage par la soi-disant communauté internationale qui voudrait instaurer soi-disant la démocratie en Syrie et qui ne trouve rien de mieux que d'infester la Syrie avec des terroristes qui n'ont ni foi ni loi, qui instaurent vraiment un régime de terreur, un régime inhumain partout où ils gouvernent. Aujourd'hui, Alep est une ville qui est doublement assiégée. D'un côté, vous avez la ville qui est sous le contrôle du gouvernement, qui compte 85% de la population d'Alep, soit 2 millions d'habitants. Et cette partie a été assiégée durant 3 ans par les factions rebelles qui sont surtout dans la mouvance de Al-Qaïda. Alors, cette zone-là est une zone qui est honnie par les médias occidentaux, par les médias de cette coalition néfaste qui a détruit la Libye, qui a détruit l'Irak et qui est en train de détruire la Syrie, pour ne pas parler d'autres régions, pour des intérêts vraiment ambigus et occultes. La population d'Alep n'a ni électricité ni eau depuis des années. Maintenant, on s'évertue à couper le gaz, à couper aussi le ravitaillement. Chaque fois que l'accès est plus ou moins établi vers la ville d'Alep, il y a les factions terroristes qui attaquent cette unique artère viable et puis qui essayent d'empêcher la circulation libre des biens et des marchandises. Et donc cette partie est vraiment encerclée par le nord, par l'ouest et aussi par l'est, par donc ces factions qui sont toutes sous la mouvance de Al-Qaïda, c'est-à-dire Jabhat al-Nusra, qui a voulu un tout petit peu remettre, c'est-à-dire reblanchir son écusson en changeant de nom. Et puis voilà, elle s'appelle autre chose, mais c'est toujours les mêmes factions avec la même idéologie. La partie est d'Alep est la partie contrôlée par ces factions terroristes. Cette partie, elle a fait vraiment souffrir Alep ouest pendant des années, et dernièrement l'armée a encerclé cette partie pour que les terroristes se rendent. Alors il y a eu donc des combats, il y a eu la guerre d'Alep de part et d'autre avec des victimes civiles. Je peux attester devant l'opinion publique
que la ville d'Alep est prise en otage par ces terroristes, qu'ils soient dans la région Est, ils sont en train de matraquer les régions Ouest avec des obus, avec des mortiers et dernièrement avec des missiles Grad, essayant de faire le plus de grabuge, le plus de destruction possible au sein de la population civile. Ils lancent ces roquettes, ils lancent ces mortiers, ils lancent ces grades à l'aveuglette, sans aucune destination militaire. De plus, ils prennent en otage les quartiers est de la ville d'Alep parce qu'ils utilisent le peu de population qui demeure, soit cela varie d'après des estimations entre 30 000 et 200 000 personnes. Disons que la moyenne serait 75 000. Ils les prennent en otage et ils refusent de les laisser partir, alors que si cela était laissé à la volonté de ces populations, la plupart auraient évacué Alep pour ne pas, n'est-ce pas, mourir dans les combats. Quelles sont exactement les actions que vous faites à Alep, que votre organisation est en train de faire, à Alep Ouest, hein? Donc nous travaillons dans toute la région, je vous l'ai déjà dit, nous travaillons à l'intérieur de la ville, nous travaillons aussi dans la province. Nous avons plusieurs projets. Il y a d'abord un projet médical qui consiste à faire travailler un hôpital mobile, un hospitainer pour le nommer avec des termes techniques. C'est dans la région, dans la province est d'Alep. Et cet hôpital mobile pourvoit avec des soins premiers et des soins d'urgence à une population de près d'un demi-million de personnes. Il n'y a pas d'autre hôpital qui est en fonction dans toute cette région-là. Ensuite, nous avons plusieurs ambulances qui sont en train de travailler, d'évacuer des blessés, de transporter des personnes en besoin d'hospitalisation. Et donc, cela fonctionne dans toute la région d'Alep, province, et aussi à l'intérieur de la ville d'Alep. Ensuite, nous avons, comme je vous ai dit, ces programmes de sécurité alimentaire qui fonctionnent très bien et qui donc sont en train vraiment de donner l'appétence quotidienne à près de 8000 familles, c'est-à-dire 40 000 personnes. Maintenant, nous avons aussi lancé dernièrement un programme pour l'hiver et donc nous avons lancé, c'est une idée que nous avons conçue et que nous sommes en train d'exécuter, des sacs de couchage, mais avec un matelas souple, de sorte que on évite de pourvoir la population avec de vrais matelas, des couvertures. Pourquoi? Parce que ces populations déplacées sont en voie de déplacement continu et chaque fois qu'elles se déplacent, elles abandonnent leurs matelas, elles abandonnent les couvertures et puis il faut les leur pourvoir d'une autre manière là où elles arrivent. Donc avec notre système de sacs de couchage, si vous voulez, raffermi, nous pouvons faire l'économie de ces matelas, de ces couvertures, tout en pourvoyant ces familles d'un moyen pour passer la nuit qui soit tout à fait convenable et très chaud. Nous avons aussi lancé un autre programme pour confectionner des sortes de pyjamas intérieurs avec des fibres thermiques pour éviter d'acheter des tricots, des manteaux qui sont très onéreux et qui ne suffisent pas à tout le monde. Tandis qu'avec ces pyjamas, à un prix tout à fait réduit, c'est fabriqué par les déplacés eux-mêmes, nous pouvons vraiment faire face aux nécessités pour l'hiver de plusieurs dizaines de milliers de familles. Et donc je lance ici un appel, quiconque voudrait donc se joindre à notre campagne peut ouvrir notre site web www.mariacubecharity et il peut faire une donation en ligne.
Ça c'est du point de vue humanitaire. D'un autre point de vue, d'un point de vue, si vous voulez, social, nous travaillons depuis longtemps, depuis 2012, à ce que nous appelons la réconciliation nationale. Moi, je ne suis pas syrienne et dans le monastère, nous sommes une dizaine de nationalités. Cependant, en tant que communauté établie en Syrie, nous adoptons, nous faisons nôtre les heurts et les malheurs de ce pays. Et c'est pourquoi, dès le début, d'ailleurs, c'était aussi un appel qui a été lancé par notre patriarche, sa béatitude Grégoire III, Laha, c'est de nous engager sur le chemin de la réconciliation. Et ce thème a été repris par le pape Benoît XVI, qui a dit à Beyrouth que la réconciliation était le chemin qui pave la voie vers la paix. Alors la réconciliation, nous travaillons dans la réconciliation depuis, comme je vous ai dit, 2012. La réconciliation, c'est un travail de médiation, c'est un travail de pacification, c'est un travail, si vous voulez, d'approche cordiale, où on met les autres en confiance, on essaie d'être des ponts au lieu d'être des murs, on ouvre des voies de communication, mais je ne vous cache pas que c'est-à-dire ces initiatives sont difficiles à réaliser. Nous marchons sur un terrain qui est miné et souvent les mines explosent. Dernièrement, nous avons eu affaire à des mécréants qui ont utilisé, si vous voulez, notre bonne volonté pour vraiment, c'est-à-dire opérer dans les ténèbres et essayer de saboter la belle initiative russe d'évacuer la ville d'Alep-Est pour éviter le bain de sang. Alors, vous allez me dire comment cela peut se faire, puisqu'il y a les Russes, puisqu'il y a... Je dis que tout le monde est vraiment nécessaire, soit d'après notre réseau d'amitié, notre réseau de connaissances, surtout que nous avons vraiment de solides amitiés avec les chefs de tribus arabes qui sont souvent méconnus, mais ce sont des personnalités qui jouissent de beaucoup d'influence sur le terrain. Alors, grâce aux chefs de tribus, vous savez, les tribus arabes, c'est plus ou moins 75% du tissu social syrien. Et ces tribus-là, elles débordent les clivages politiques, elles débordent les clivages sociaux. Ce sont des liens de sang, ce sont des liens de parenté. Parfois même, ça dépasse les liens, surtout aussi, ça dépasse les liens géographiques, mais même les liens ethniques. Vous avez des tribus où se trouvent dans le même tissu social et tribal des Kurdes avec des Arabes, parfois des Juifs. Donc c'est vraiment, si vous lisez la Bible, quand vous voyez toutes ces généalogies, un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, c'est tout à fait le cas chez nous en Syrie et un peu partout dans le Moyen-Orient, en Jordanie, en Irak, même en Arabie Saoudite. Ces gens-là sont des cousins des Saoudiens. Et donc, ces tribus, ça remonte à plusieurs centaines d'années. Alors, grâce à ce réseau, nous pouvons entrer en contact avec des éléments, avec des membres, je dirais même des factions terroristes, des factions rebelles. D'abord, l'armée libre, mais aussi Jabhat al-Nusra. Tant qu'ils sont syriens, nous parlons avec eux. Bien sûr, moi, je ne peux pas établir des contacts avec des Tchétchènes, avec des Ouïghours, avec des Caucasiens. Je ne parle pas leur langue et surtout, on se demande qu'est-ce qu'ils fabriquent en Syrie. Tandis que des Syriens, même si ils sont affiliés à ces organisations terroristes qui ont à leur, que dirais-je, à leur palmarès, n'est-ce pas, des actes terroristes anti-humains, nous essayons quand même d'établir, lorsque la possibilité se présente, nous essayons, n'est-ce pas, d'avoir quelques contacts, comme par exemple ce fut le cas pour la ville d'Ersal et la région concomitante où Jabhat al-Nusra avait ouvert un canal pour une médiation, soit pour faire des échanges de prisonniers,
soit pour faire des échanges de cadavres, parce qu'il y a beaucoup de victimes, et puis les factions conservent les corps des victimes, et puis ils peuvent alors faire un échange de cadavres. Donc, dans tout cela, il s'agit d'une aide humanitaire. Bien sûr, souvent, nous passons par les autorités sur le terrain, que ce soit les responsables dans les zones rebelles, que ce soit les responsables dans les zones qui sont contrôlées par le gouvernement. Nous avons des contacts avec l'armée syrienne, nous avons des contacts avec l'armée russe. Je voudrais souligner l'importance de l'initiative russe pour la réconciliation en Syrie. Actuellement, grâce à ces efforts titanesques, nos amis russes ont pu obtenir à l'amiable, et je puis en attester, c'est-à-dire sans aucune pression, le ralliement de près de 900 villages à la réconciliation nationale. Ce n'est pas un chiffre qui est négligeable, et cela ouvre la voie à une perspective future d'un règlement de la question syrienne qui soit syro-syrien en dehors de ce tête-à-tête, c'est-à-dire mortifère des combats militaires sur le terrain. Merci beaucoup, ma mère. Nous allons demander à tous nos amis qui vont voir cet enregistrement de prier pour vous, de prier pour votre action, et puis, s'ils le peuvent, de donner une obole pour vous aider, parce que je crois que c'est le plus efficace, vous êtes le canal le plus efficace pour aider les populations syriennes qui sont si durement touchées actuellement. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Média Info, je remercie Civitas, je remercie toutes les réseaux, tous les réseaux d'information alternatives, parce que je ne vous cache pas, chers amis, que dans ce qui sévit en Syrie, le plus grand ennemi, ce ne sont pas les terroristes, ce sont de graves ennemis, mais je veux dire, ce ne sont pas les pires, ce ne sont pas c'est-à-dire toutes les factions qui ont envahi la Syrie pour la détruire, pour détruire son infrastructure, pour tuer ses habitants ou bien les chasser, afin de redessiner les frontières et de refaire une nouvelle démographie. Notre ennemi le plus acharné, ce sont les médias qui mentent. C'est la désinformation qui est vraiment une plaie qui porte un poids de responsabilité très grave devant l'histoire, car ces médias qui ont des noms très brillants, qui sont très connus et bien sûr qui sont très fréquentés, ont joué un rôle néfaste en cachant la vérité, en pervertissant les consciences et l'opinion publique et en occultant les crimes, en montrant la victime comme étant le bourreau et le bourreau comme étant la victime, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand il parle d'Alep, c'est toujours Alep-Est. Ils cherchent à protéger les terroristes. Ils ne disent presque pas un seul mot, sauf dernièrement dans le Figaro. Enfin, c'est-à-dire, ils se sont réveillés. Ils ne disent presque pas un mot sur tout ce que les civils de la région ouest d'Alep sont en train de souffrir du comportement criminel des factions terroristes. Au contraire, chaque fois que l'armée syrienne et ses alliés essayent de faire baisser la pression ou bien de protéger ces zones résidentielles, c'est le holà partout, et on cherche à arrêter le travail de l'armée syrienne qui, somme toute, est en train de protéger sa population. Merci beaucoup, ma mère. Nous allons donner une suite à votre appel, et j'espère que nombreux seront ceux qui accepteront de vous suivre. Merci infiniment.
Que le Merci, Lorraine. Seigneur vous bénisse. Au revoir.